Alors comme ça, on aime les histoires d'horreur. Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce qui devait arriver arrive. C'est le premier thread d'horreur de la chaîne? Oui. De toute façon, c'était sûr qu'on allait arriver à ce stade un jour, vous et moi. Oui. J'ai donc sélectionné 3 histoires sur Reddit, 3 histoires vraies, qui sortent finalement de situations qui auraient pu arriver à n'importe qui. Je ne vais pas plus m'éterniser sur cette intro, donc c'est parti. La première histoire se déroule en été 2018 au Kentucky et concerne Léa. On l'appellera comme ça. Comme beaucoup d'étudiants, Léa, elle doit trouver un petit job pour pouvoir payer ses études universitaires. Et après quelques recherches, Léa, elle trouve un travail dans une salle de sport. Elle explique que cette salle est un petit peu au milieu de nulle part, près d'une maison de retraite abandonnée et d'une station de service. Donc jusque-là, c'est un petit peu glauque, mais d'après elle, la salle est super sympa, elle est moderne, elle aime bien ce qu'elle fait, et elle s'est d'ailleurs fait un ami que l'on appellera Marc, un jeune homme de 17 ans. Donc finalement, pour elle, tout se passe bien. Jusqu'à ce soir-là, où elle et Marc doivent faire la fermeture de la salle. Vu que c'est bientôt l'heure de fermer et qu'il y a encore beaucoup de monde, elle décide de faire une annonce et d'expliquer que dans 20 minutes, la salle fermera ses portes. Donc autrement dit, rentrez chez vous. De là, les gens commencent à partir, sauf une personne. C'est un homme qui continue de courir sur son tapis avec ses écouteurs. Elle le décrit comme quelqu'un d'assez imposant, portant un survêtement noir, et ne donnant pas vraiment l'impression de prendre vraiment soin de lui. Alors, très gentiment, elle va le voir, elle lui tape sur l'épaule, elle lui explique que la salle va bientôt fermer, donc c'est bon, casse-toi maintenant quoi. Il hoche la tête et lui demande quel est son nom. Donc Léa, elle lui répond, elle lui sourit, et lui, il lui dit « Eh bien Léa, si tu ne me fais pas expulser maintenant, je ne vais nulle part. Donc maintenant, va te faire foutre. » Forcément, Léa, elle comprend pas. Elle est un peu sous le choc, elle a un peu peur, donc elle décide de le laisser tranquille jusqu'à la fermeture officielle en espérant qu'il se barre de lui-même. Elle va donc rejoindre son collègue de travail, Marc, et tout lui raconter. Elle précise aussi que cet homme sentait très fortement l'alcool, ce qui ne la rassure pas du tout. Lui, il est très détendu, il lui suggère juste de laisser la salle ouverte le temps qu'il parte. Elle reprend donc son travail tranquillement, jusqu'au moment où elle voit l'inconnu descendre les escaliers et se diriger vers elle. À ce moment-là, l'inconnu s'excuse de son comportement. Il lui dit qu'il n'a pas voulu être agressif, mais qu'il ne supporte pas que les femmes le dirigent. Et il finit, tout naturellement, par lui demander son numéro de téléphone. Le premier réflexe que Léa a, et que certainement toutes les femmes ont dans ce genre de situation, c'est de lui dire qu'elle a un petit ami et qu'il ne devrait plus tarder à venir la chercher. Bien entendu, c'est un mensonge, c'est juste dans le seul but de l'empêcher de rester dans les locaux. Et au lieu de réagir totalement normalement, c'est-à-dire de prendre ses affaires et d'enfin se barrer, le mec plaisante sur le fait que de toute façon, il va la kidnapper, qu'elle sera donc tout à lui, et que de toute façon, ça ne sera pas très compliqué parce qu'il a déjà tué plusieurs femmes. D'après lui, il la possède déjà, et il lui fait la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, il veillera sur elle. Et il finit par lui dire bonne nuit, et à enfin partir de la salle. Léa, à ce moment-là, elle est tétanisée. Elle fond en larmes tellement qu'elle en oublie de fermer la porte derrière lui. Environ 30 minutes plus tard, elle a enfin fini son travail. Elle se dirige donc dans le couloir pour partir, quand tout à coup, elle voit dans l'obscurité la silhouette d'un homme accroupi derrière le bureau de la réception. Elle se dit que c'est certainement Marc. Elle l'appelle. Aucune réponse. Elle s'approche et sent la même odeur d'alcool qu'elle avait sentie un peu plus tôt dans la soirée. Elle remonte en courant dans les vestiaires. Elle se verrouille et envoie un message à Marc pour savoir si oui ou non c'était lui. Marc lui répond que non, que de toute évidence il est déjà parti, et il lui suggère fortement d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, Léa entend l'homme rentrer en hurlant dans les vestiaires. Elle ne bronche pas, on est clairement sur de l'instinct de survie à ce moment-là. 20 minutes plus tard, la police arrive enfin. C'est certainement les minutes les plus longues de toute sa vie à Léa. La police arrête cet homme et l'officier en charge de cette histoire va voir Léa et lui dit qu'elle a eu énormément de chance parce qu'effectivement, cet homme est recherché activement pour séquestration et meurtre. Cette histoire est juste horrible. Si clairement Léa n'avait pas eu les bons réflexes, si elle s'était pas informée, si elle n'avait pas eu son téléphone avec elle, peut-être qu'elle serait morte quoi. C'est vraiment la hantise de toutes les femmes et ça doit vraiment être très difficile à vivre de savoir que t'as été
très proche d'un tueur, d'un criminel. L'avantage, c'est qu'au moins, il a été arrêté. L'histoire se termine bien. Peut-être même que grâce à Léa, plus aucune femme n'a subi ce dangereux psychopathe. Mais Léa, elle dit quand même qu'elle a eu un sacré traumatisme, qu'elle n'oubliera jamais cette histoire et que désormais, elle travaille uniquement dans des centres commerciaux. Passons maintenant à la seconde histoire. La seconde histoire, c'est l'histoire de Romain. Elle se déroule en 2019 et à cette époque, il a 16 ans. À cette époque, il habitait dans une vieille maison de campagne. Ce soir-là, ses parents sont partis au restaurant en amoureux. Il était donc tout seul avec son petit frère. Comme la plupart des ados de 16 ans, Romain, à 21h, il est en train de geeker sur son PC, quand tout à coup, il entend un bruit étrange venir du jardin. Au début, il s'inquiète pas trop, il se dit que c'est certainement une hallucination auditive et que c'est certainement dû à la fatigue. Une heure s'écoule et vers 22h, son petit frère débarque en courant dans sa chambre, en panique, et il lui explique qu'il entend des bruits suspects venant du jardin. Là, Romain, il comprend directement que quelque chose est en train de se passer, qu'il n'a donc pas halluciné, qu'il y a bien quelque chose d'étrange dans son jardin, donc il commence un petit peu à paniquer. Il quitte brusquement son PC et décide de se focaliser sur ces bruits avec son petit frère pour en connaître l'origine. À ce moment-là, plus rien, donc ils se disent que c'est certainement un animal, ce qui finalement est totalement possible vu l'endroit où ils habitent. Sauf que là, bim, ils entendent un bruit d'une fenêtre qui se brise. Donc là, c'est la panique totale. Ils comprennent qu'il y a bien quelqu'un qui est en train d'entrer dans leur maison. À ce moment-là, Romain, il prend son frère avec lui et s'enferme dans la chambre à clé. Ils ne font plus aucun bruit pour écouter ce qu'il se passe en bas. Et là, c'est le drame. Ils ne sont pas un, mais trois. Romain, à ce moment-là, il comprend pas vraiment ce qu'ils veulent. Il pense que l'objectif, c'est de les cambrioler. Mais ils n'entendent aucun meuble s'ouvrir. Donc ils décident de prendre un objet tranchant pour s'en servir éventuellement d'arme et d'attendre de voir comment la situation, elle évolue. Il explique qu'il essaie de garder son calme au maximum pour éviter de stresser son frère. Et de toute évidence, la situation, elle évolue mal. Puisque l'un des hommes décide de courir jusqu'à la chambre des garçons et de taper dessus de toutes ses forces. Romain, il comprend qu'ils sont piégés, que le seul moyen de sortir de la maison, c'est de sauter par la fenêtre. Donc, il réfléchit, il prend son téléphone et fait sauter son petit frère en premier. À ce moment-là, il entend la porte céder sous les coups. Sans se poser de questions, il saute à son tour et une fois arrivé dehors, il prend son frère par la main et court. Il jette simplement un coup d'œil derrière lui et voit les trois hommes à la fenêtre avec des haches. Des haches. Des haches! C'est horrible. Donc forcément, il continue de courir et quelques minutes plus tard, il arrive chez ses voisins. Il leur explique toute la situation, il décide d'appeler la police et les parents, qui arrivent 10 minutes plus tard. Évidemment, entre-temps, les trois hommes étaient déjà partis. Ils n'avaient absolument rien volé. Ils ont simplement remarqué la vitre cassée et ont découvert un mot sur la table du salon avec inscrit « Nous reviendrons ». Depuis, Romain et toute sa famille ont déménagé, ce qui est clairement compréhensible, et ils n'ont plus jamais eu de nouvelles ni des trois hommes, ni de la police. Et ce qui est, je pense, à mon sens, le plus horrible en fait dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont jamais compris. Ils ne savent toujours pas pourquoi, qui sont ces hommes, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils cherchaient finalement en fait. C'est vraiment atroce. Je crois qu'à sa place, je n'endormirai plus la nuit. La dernière histoire est juste, selon moi, la pire de toutes. Tout commence en 2018. À cette époque, Lisa elle était étudiante en droit et elle envisageait de faire une année au Pérou afin d'améliorer son espagnol et de découvrir un petit peu de nouvelles choses. Elle arrive donc au Pérou au mois de mars où elle commence son année scolaire. Pour gagner un petit peu d'argent, Lisa elle décide de prendre un travail dans un bar qui se situe en centre-ville. Et elle trouve aussi un petit appartement tout proche, au 4e étage, dans une rue qu'elle dit très animée. Assez rapidement, elle rencontre un jeune homme péruvien, Christian, qui vient tous les jours à son bar. Il commence à papoter et il lui explique qu'il habite en campagne, dans une ferme, avec beaucoup d'animaux, mais que malheureusement, c'est un petit peu loin du centre-ville. Les jours passent et ils deviennent de plus en plus complices, et ils commencent à se voir beaucoup plus régulièrement, et même en dehors du travail. Vers mi-mai, ils décident d'officialiser leur relation. Donc Christian, il se rend régulièrement chez elle, mais elle, jamais, pour des soucis pratiques, parce qu'il habite un petit peu loin. Les mois passent et tout se passe super bien. Elle commence à développer des sentiments pour lui, la vie lui plaît. Bref, Lisa, elle vit clairement sa meilleure vie. Et en fin juillet, elle attend ses règles, mais elle a des douleurs au ventre atroces et très inhabituelles.
Ses douleurs persistent plusieurs jours et elle reste littéralement clouée au lit tout le week-end. À ce moment-là, Lisa, elle a un très mauvais pressentiment. Elle n'a pas l'impression que ses douleurs soient passagères ou que ce soit normal. Et le lundi matin, son instinct lui dit de rentrer en France. Et elle réserve directement un billet pour le vendredi même. Et vu qu'elle n'aime pas spécialement les adieux et qu'elle a besoin d'être seule pour se ressourcer et plier bagages, elle décide de totalement couper les ponts avec Christian. Lui, forcément, il prend mal le fait qu'elle le quitte sans explication. Il insiste pour la revoir et il lui dit qu'il prendra soin d'elle et qu'il ne faut surtout pas qu'elle reste seule. Lisa, elle ne cède pas. Mais lui, tous les jours, il force, il revient avec des excuses, il insiste. Et le mercredi, il lui propose même de venir se ressourcer chez lui, à la campagne, et prendre un petit peu l'air. Elle continue à décliner toutes ses propositions, mais le jour de son départ, elle a un petit peu de peine. Elle lui envoie quand même un message de remerciement, en lui disant qu'elle a passé de très très bons moments avec lui, et qu'il n'a pas mérité qu'elle le plante ainsi. Elle rentre donc enfin en France, et le dimanche, elle a enfin ses règles. Mais là, c'est le choc pour Lisa. Elles ne sont pas rouges, elles sont de couleur violette. De là, elle appelle directement sa gynécologue qui lui donne un rendez-vous d'urgence pour le lendemain. Le jour suivant, elle se rend donc chez son médecin, elle est ultra stressée et elle lui raconte tout. Et elle précise au passage que elle et Christian s'étaient toujours protégés. À ce moment-là, son médecin lui fait donc des prélèvements qu'ils vont directement envoyer à un laboratoire à Paris pour qu'il fasse des analyses précises. Elle la rassure malgré tout en lui disant qu'elle la tiendra au courant dans les plus brefs délais. Comme prévu, elle la rappelle le mercredi matin en lui demandant de se rendre immédiatement à son cabinet. Lisa, elle se rend donc là-bas et avant de lui expliquer les retours des résultats, elle lui pose des questions assez étranges du style « Avez-vous été en contact avec des morts récemment ? Au sein d'un hôpital ? Avec des gens malades ?» Et Christian, elle lui explique que non, qu'elle travaille dans un bar, sans trop comprendre ce que son médecin veut sous-entendre. Et là, clairement, Lisa, elle tombe de 40 étages. Son médecin lui dit « La molécule que nous avons retrouvée dans les échantillons ne se trouve en général que sur des morts ou personnes très malades. Elle n'est pas dangereuse, mais en grosse quantité, ça a pu vous donner quelques maux de ventre. Il va falloir que vous me donniez des éléments supplémentaires sur Christian. Nom, adresse, numéro de téléphone. Je vais contacter les autorités péruviennes pour qu'ils vérifient qu'il ne se passe rien de grave. » Lisa, elle rentre chez elle totalement choquée de ce qui vient de se passer. Et quelques jours passent avant qu'elle entende de nouveau quelqu'un parler de cette histoire. La gendarmerie la contacte et lui explique qu'ils ont bien contacté les autorités péruviennes, qu'ils se sont rendus chez Christian. Et une fois chez lui, ils ont trouvé 5 jeunes femmes, toutes étrangères, mortes et allongées sur les lits. Ça va pour vous ? À ce moment-là, elle apprend aussi forcément qu'il a été arrêté et emprisonné. Elle comprend du coup forcément que c'était la prochaine sur la liste et qu'elle a clairement échappé au pire. Et c'est vraiment grâce à son instinct qui lui a chuchoté de rentrer en France qu'elle s'en est sortie. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un style un petit peu différent, mais en tout cas, moi j'ai adoré vous la faire. Donc si vous voulez d'autres vidéos un petit peu dans ce style, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous la team.